Mon frère a fixé nos parents et a prononcé les mots qui changeraient ma vie pour toujours, choisissez en un, déshéritez-le, ou je démissionne. J'avais seulement 18 ans. Ma mère n'a même pas cligné des yeux avant de me jeter un sac poubelle noir aux pieds. N'attendez pas un seul centime de notre part, a-t-elle claqué, sa voix aussi froide que la glace. Mon père a refusé de me regarder dans les yeux. Nous vous avons assez financé, a-t-il marmonné, fixant le sol. Ils ont donné à mon frère la totalité du patrimoine, tandis que je suis parti complètement les mains vides. Une décennie plus tard, ils ont imploré mon aide professionnelle, et je leur ai donné exactement une phrase. Ma réponse les a laissés complètement figés. Avant de vous raconter comment un gamin terrifié de 18 ans est devenu la seule personne capable de détruire leur faux empire, j'ai une question rapide pour vous. D'où regardez-vous ceci? Laissez votre ville dans les commentaires ci-dessous. Je suis vraiment curieux de voir jusqu'où cette histoire voyage. La nuit où j'ai été jeté de ma propre maison, le salon semblait être un congélateur. Méric, mon frère aîné, se tenait près de la cheminée, ressemblant à un roi qui venait de conquérir un nouveau territoire. Il avait un sourire en coin que je n'oublierai jamais. Mes parents ne lui ont pas demandé d'expliquer son ultimatum soudain et brutal. Ils n'ont même pas pris la peine de regarder les relevés bancaires que j'avais imprimés et placés sur la table basse. Plus tôt cet après-midi-là, j'étais allé à la banque pour vérifier mon fonds de formation professionnelle. Je me préparais à m'inscrire dans un collège local pour des études de comptabilité. Au lieu de cela, j'ai découvert que 45 000 $ avaient complètement disparu. L'argent s'était évanoui sans laisser la moindre trace. J'ai paniqué et j'ai demandé au caissier de me fournir l'historique des transactions. Les fonds avaient été virés directement sur un compte d'entreprise. Ce compte appartenait à Méric. Il avait siphonné tout mon avenir pour acheter une flotte de camions de transport de luxe pour sa nouvelle start-up de logistique. Lorsque je les ai confrontés dans le salon avec les documents, Méric n'a pas offert un seul mot d'excuse. Il n'avait pas l'air coupable. Il avait l'air agacé. Il m'a traité de fouineur, de voleur ingrat, pour m'être mêlé des finances familiales. Il a dit à nos parents qu'ils ne pouvaient pas bâtir un héritage familial durable avec un menteur toxique vivant sous le même toit. Il a ajouté que mon énergie négative ruina son esprit d'entreprise. Ma mère n'a pas hésité à prendre son parti. Elle a marché jusqu'à la cuisine, a tiré un sac poubelle du distributeur et l'a jeté directement à mes pieds. Prends ce qui rentre là-dedans et sors, a-elle exigé. Mon père est resté là, complètement silencieux, laissant faire. J'ai réalisé, à cet instant précis, que je n'avais jamais vraiment été un fils pour eux. J'étais juste un accessoire dans leur tableau de famille parfait. J'étais le bouc émissaire désigné. Si vous regardiez autour de cette maison, vous verriez la vilaine vérité, cachée à la vue de tous. Mes trophées académiques du lycée étaient entassés dans une boîte en carton poussiéreuse, dans le garage humide. Mais la médaille de participation de Méric, pour une ligue de baseball junior, était toujours polie et trônait sur l'étagère centrale de la vitrine en verre. Chacun de mes échecs était traité comme un péché impardonnable, prouvant que je ne valais rien. Mais chaque catastrophe majeure causée par Méric n'était qu'un malentendu mineur. Quand Méric a écrasé la voiture de mon père à l'âge de 16 ans, mes parents ont blâmé les routes mouillées. Quand j'ai eu une mauvaise note à un examen de maths, j'ai été privé de sortie pendant un mois entier. Je me tenais sur le trottoir avec 52 $ en poche et un sac poubelle rempli de vêtements froissés. La lourde porte en chêne s'est refermée derrière moi. J'ai entendu le pêne se glisser en place. Il m'avait enfermé hors de ma propre vie. Je n'avais pas de voiture, pas de carte de crédit et absolument nulle part où aller. Les réverbères clignotaient au-dessus de moi, projetant de longues ombres solitaires sur le béton. Je sentais un poids écrasant sur ma poitrine, un mélange de terreur absolue et de colère brûlante. Mais ils ont commis une erreur massive, impardonnable cette nuit-là. Ils pensaient que je finirais par revenir vers eux, suppliant une seconde chance. Ils pensaient que je m'excuserais d'être en colère parce que mon argent avait été volé. Ils n'avaient pas réalisé qu'ils venaient de me libérer de leur chaîne toxique. Que feriez-vous si les personnes censées vous protéger vous laissaient dans la rue, à geler? J'ai marché 5 miles dans l'obscurité totale. Le vent d'automne était mordant, me transperçant ma fine veste en jean. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Mes baskets claquaient sur le pavé froid, dans un rythme régulier et misérable. J'ai sorti mon téléphone prépayé et j'ai vérifié mon application bancaire, juste pour être sûr.
Ma carte de débit était déjà gelée. Accès refusé, affichait l'écran en lettres rouges vives. Mon père n'avait absolument pas perdu de temps pour couper ma seule bouée de sauvetage financière. Il voulait s'assurer que je souffrirais ici. Il voulait forcer ma soumission par la faim et la peur. J'ai fait défiler mes contacts, mes doigts engourdis par le froid. La famille était complètement hors de question. Mes tantes et oncles croiraient simplement tous les mensonges que Méric leur racontait déjà au téléphone. Il me dirait de rentrer à la maison et de m'excuser auprès de mon frère de l'avoir contrarié. Il n'y avait qu'une seule personne au monde que je pouvais envisager d'appeler, Orson. Orson était le gérant bourru et sans chichi du dépôt de fret, où je travaillais à temps partiel, transportant de lourdes caisses. C'était un homme de peu de mots, aux manières rudes, mais il était toujours juste. J'ai composé le numéro, priant qu'il soit réveillé à 7 heures. Il a répondu à la 4e sonnerie, sa voix rauque, comme s'il avait fumé un cigare bon marché dans son sommeil. Je lui ai dit que j'étais enfermé dehors de ma maison et que j'avais besoin d'un endroit sûr pour une seule nuit. Je ne voulais pas paraître pathétique. J'ai appelé cela un « malentendu temporaire », car la vérité était trop humiliante pour être prononcée à voix haute. 20 minutes plus tard, son pick-up bleu rouillé s'est arrêté en tremblant à côté de moi, sur le trottoir. Les phares éclairaient la vue pathétique de moi, serrant mon sac poubelle. Orson n'a pas posé 1 million de questions indiscrètes. Il a jeté un coup d'œil à mon sac, l'a lancé dans la benne du camion et m'a dit de monter sur le siège passager. Le chauffage de son camion soufflait à fond, dégageant une légère odeur d'huile de moteur et de café éventé. Nous avons roulé jusqu'au dépôt de fret industriel en silence complet. Il a déverrouillé le bureau principal poussiéreux et a pointé un doigt calleux vers un canapé en cuir craqué, dans le coin. Il ne m'a pas offert de pitié, ni un câlin. Il m'a juste regardé avec des yeux perçants et a posé une question très simple, « Tu veux pleurer, ou tu veux travailler demain à 5 heures du matin ?» J'ai regardé Orson, j'ai essuyé mon visage, et je lui ai dit que je voulais travailler. Ce canapé en cuir craqué est devenu mon lit pendant les 4 longs mois suivants. Je me réveillais chaque jour avant même que le soleil ne songe à se lever. Je déchargeais d'énormes palettes en bois, organisais les manifestes d'expédition et me douchais avec un tuyau d'arrosage gelé derrière l'entrepôt principal. La douleur physique intense de transporter des marchandises lourdes toute la journée n'était rien comparée à la trahison émotionnelle qui me brûlait la poitrine. Mes mains ont développé d'épaisses callosités et mon dos me faisait constamment mal, mais mon esprit devenait plus aiguisé chaque jour qui passait. J'ai réalisé quelque chose d'incroyablement important pendant ces longues nuits silencieuses, seul dans le dépôt, le sang ne fait pas la famille. La loyauté et le respect font la famille. Mes parents avaient fait leur choix. Ils avaient choisi leur « enfant chéri » et ils avaient impitoyablement jeté leur bouc émissaire. Je me suis promis, à ce moment-là, en fixant le plafond de cet entrepôt, de bâtir une vie financièrement si solide qu'il ne pourrait plus jamais m'atteindre. Je deviendrais quelqu'un qu'il ne pourrait pas manipuler. J'ai déversé toute ma colère dans mon travail et mes études. Orson m'a laissé utiliser l'ordinateur du bureau après les heures de travail, pour postuler à un logement étudiant d'urgence et à des bourses indépendantes. J'étais entièrement livré à moi-même, mais pour la première fois de ma vie, je me sentais vraiment en contrôle. Je ne savais simplement pas à quel point ma nouvelle armure serait bientôt mise à l'épreuve par les personnes même qui m'avaient rejeté. Êtes-vous prêt à voir comment un jeune du dépôt de fret a retourné la situation contre une famille de narcissiques extrêmes? Je me suis extirpé de ce dépôt de fret par pure et implacable force de volonté. Je travaillais le quart du matin à déplacer des marchandises, assistais aux cours universitaires pendant la journée et prenais un emploi de nuit pour auditer l'inventaire des magasins de détail locaux. J'étais une machine fonctionnant à la caféine, à la rancune et à un besoin désespéré de survivre. J'ai décidé de me spécialiser en comptabilité forensique de la chaîne d'approvisionnement. C'était un domaine très spécialisé. J'ai appris à suivre les stocks manquants, à démasquer la fraude d'entreprise et à analyser des réseaux logistiques complexes. J'ai choisi cette voie pour une raison très spécifique. Les chiffres se comportent entièrement différemment des gens. Si de grandes sommes d'argent disparaissent, elles laissent toujours une trace écrite distincte. Les chiffres ne vous manipulent pas mentalement. Les chiffres ne renomment pas la cruauté extrême en un simple malentendu, et les chiffres ne changent certainement pas leur histoire quand la vérité devient gênante. J'ai obtenu mon diplôme avec les plus grands honneurs, 4 ans plus tard. Aucun de mes parents n'a assisté à la cérémonie. Ils n'ont même pas envoyé de message texte, mais Orson était là, assis au 2e rang, portant un costume qui semblait démodé de 20 ans.
Il a applaudi plus fort que n'importe qui d'autre quand mon nom a été appelé sur scène. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai déménagé dans une autre ville et j'ai rejoint un grand cabinet de conseil en risque d'entreprise. Je me suis spécialisé dans l'enquête sur les entreprises de logistique en difficulté et la fraude interne à la chaîne d'approvisionnement. J'étais impitoyable dans mon travail, car l'échec signifiait risquer tout ce que j'avais bâti à partir de rien. À 27 ans, j'étais le plus jeune enquêteur principal de tout le cabinet. J'ai acheté un magnifique appartement en copropriété avec de l'argent comptant et j'ai constitué un fonds d'épargne d'urgence massif. J'étais complètement en sécurité. Pendant ce temps, ma famille biologique est restée absente de ma vie. Mais leur histoire toxique circulait toujours par le bouche à oreille de nos proches. Selon les rumeurs qu'ils propageaient, j'avais volé de l'argent à mes parents, refusé d'aller à l'université et m'étais enfui pour rejoindre une mauvaise fréquentation. Mon frère Méric prétendait à tout le monde qu'il avait maintes fois tenté de se réconcilier avec moi, mais que j'étais juste trop en colère et instable. En réalité, sa seule communication en une décennie entière fut un courriel d'anniversaire automatique et générique, envoyé à mon ancienne adresse. J'aurais pu facilement exposer leurs mensonges massifs à la famille élargie. J'avais les preuves, mais j'ai consciemment choisi de maintenir ma distance et ma paix. Je crois sincèrement que devenir totalement inaccessible et réussir était la meilleure forme de vengeance. Je pensais que le chapitre de mon passé était complètement clos. Puis, un mardi matin lugubre d'octobre, exactement 10 ans plus tard, un courriel est apparu dans ma boîte de réception de travail sécurisée. L'objet était tapé en majuscules, « Saisie immobilière urgente du terminal ». L'expéditeur était Méric. Mon cœur s'est complètement arrêté dans ma poitrine. Le terminal était l'entrepôt de transport commercial, initialement détenu par notre défunt grand-père. C'était le joyau de la couronne du patrimoine familial. Joints à l'email se trouvaient plusieurs documents de prêt numérisés, un avis de défaut de paiement légal et une photographie de nos parents, l'air épuisé. Ils étaient assis à la même table à manger où ils m'avaient abandonné 10 ans auparavant. Son message ne contenait absolument aucune excuse pour le passé. Il n'a pas demandé comment j'allais, si j'étais marié, ou même si j'étais en bonne santé. Maman et papa sont sur le point de perdre tout ce que nous avons bâti, a-t-il écrit. Votre nom est toujours inscrit sur un ancien document de transfert de propriété du trust. Nous avons besoin que vous signiez un formulaire de validation aujourd'hui pour empêcher la banque de prendre l'entrepôt et leur maison. Arrêtez de nous en vouloir et rentrez à la maison pour arranger cela. 10 années entières sans demander si j'étais mort ou vivant. Et soudain, ils se sont souvenus exactement où me trouver quand ils avaient besoin d'une signature pour sauver leur peau. Ce contact soudain était-il né d'un véritable regret? Ou était-ce du pur désespoir, sans phare? Je ne lui ai pas répondu immédiatement. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil de bureau en cuir, fixant l'écran, tandis qu'un sourire froid se dessinait sur mon visage. Ils pensaient qu'ils avaient affaire aux gamins terrifiés et impuissants qu'ils avaient jetés à la rue. Ils n'avaient aucune idée de ce que j'étais devenu. Que feriez-vous si vos agresseurs vous tendaient soudainement l'arme exacte nécessaire pour les détruire? J'ai téléchargé chaque pièce jointe envoyée par Méric et les ai placées dans un dossier chiffré et protégé par mot de passe sur mon serveur sécurisé. En tant qu'enquêteur principal en fraude, mes instincts ont instantanément pris le pas sur mes émotions. J'ai commencé à lire l'avis de défaut de paiement avec une extrême précision. Les documents révélaient une catastrophe financière. La société de logistique de Méric était noyée sous des dettes massives. Il devait plus de 850 000 $ à une grande banque commerciale. Cette dette massive était garantie par les actifs de l'entreprise, la maison privée de mes parents et l'entrepôt du terminal. Selon ces dossiers, l'intégralité de l'entrepôt avait été entièrement transférée au nom de Méric 10 ans plus tôt. Mais la banque interrompait le processus de refinancement en raison d'une irrégularité dans la chaîne de titres. Avant même que je puisse traiter les chiffres, mon téléphone personnel a commencé à sonner agressivement. C'était un numéro inconnu, mais l'indicatif régional était celui de ma ville natale. J'ai laissé la sonnerie passer au répondeur. Quelques minutes plus tard, un fichier audio est apparu. C'était ma tante Veta, le « singe volant » ultime de la famille. « Corbin, tu dois appeler ton frère tout de suite. » a-t-elle hurlé dans le téléphone. Tes pauvres parents sont malades d'inquiétude, et toi, tu restes là, dans ta ville chic, à les ignorer. Après tout ce qu'ils ont fait pour t'élever, la moindre des choses est de signer un simple papier pour les empêcher de se retrouver sans abri. Elle a laissé 3 autres messages vocaux en l'espace d'1 heure,
passant du chantage émotionnel aux insultes pures et simples. Elle m'a accusé d'être sans cœur, égoïste et d'essayer de punir ma famille pour une stupide dispute d'adolescent. Mes collègues, dans l'espace de bureau ouvert, ont commencé à jeter des regards inquiets vers mon bureau, car mon téléphone ne cessait de vibrer. J'ai calmement mis mon téléphone en mode silencieux et l'ai posé face contre terre sur mon bureau. Je n'allais pas laisser une tante manipulatrice briser ma concentration. J'ai reporté mon attention sur la dernière pièce jointe PDF de l'email de Méric. Elle était intitulée « Dénégation de bénéficiaires et autorisation de transfert ». Je l'ai ouverte et j'ai zoomé sur les détails. Le document prétendait que j'avais volontairement et légalement renoncé à ma participation de 25% dans le terminal. Il stipulait que j'avais fait don de ma part directement à Méric, sans aucune compensation. J'ai fait défiler la page jusqu'au bas de la deuxième page pour regarder la ligne de signature. Mon souffle s'est coupé. La signature ressemblait un peu à mon écriture, mais ce n'était absolument pas la mienne. Les courbes bouclées des lettres étaient trop rigides, clairement tracées à partir d'anciens formulaires scolaires. L'angle des traits était complètement faux. Plus important encore, mon initiale du milieu était écrite dans un style cursif que je n'avais jamais utilisé de toute ma vie. J'ai regardé le tampon officiel du notaire, tout en bas de la page. Le document aurait été signé et notarié à 8h15 du soir, le jour de mes 18 ans. J'ai fermé les yeux et je me suis rappelé vivement ce moment précis. À 8h15 ce soir-là, j'étais assis sur le siège passager du pick-up gelé d'Orson. J'étais à 20 mètres de ce bureau de notaire, tenant un sac poubelle en plastique sur mes genoux et pleurant en silence. Je n'avais rien signé. Ils avaient volé mon héritage. Ils avaient falsifié ma signature pour prendre la seule chose que mon grand-père m'avait laissée. Et ils avaient utilisé ma propriété volée comme garantie pour financer les coûteuses entreprises de Méric. Ce n'était plus seulement une trahison familiale. C'était un crime fédéral documenté et vérifiable. Je me suis penché en avant, mon cœur battant avec une énergie sombre et calculatrice. Ils voulaient que je signe un nouveau document pour valider celui qui était falsifié. Ils voulaient que je me lave légalement les mains d'un crime. Les laisseriez-vous s'en tirer, ou tendriez-vous le piège? J'ai immédiatement imprimé le document de transfert falsifié et je me suis dirigé directement vers le bureau d'angle du conseiller juridique principal de mon cabinet. Son nom était Bastion. Bastion était un avocat d'affaires brillant et impitoyable, qui m'avait aidé à démanteler des dizaines de sociétés frauduleuses. J'ai posé le papier à plat sur son bureau en acajou poli. J'ai montré la signature et le tampon du notaire. « Avez-vous signé ce document, Corbin ?» a-t-il demandé, ajustant ses lunettes. « Non, je ne l'ai pas fait », ai-je répondu fermement. « Saviez-vous même que vous possédiez 25% de cet entrepôt commercial ?» a-t-il insisté. « Non, mes parents géraient le trust pendant que j'étais mineur et ne m'en ont jamais parlé, ai-je expliqué. Bastion s'est penché en arrière dans sa chaise et a poussé un long soupir lourd. Si vous signez ce nouveau formulaire de validation que votre frère a envoyé, vous approuvez légalement et rétroactivement la falsification. Vous renoncerez à tous vos droits sur la propriété volée. Plus important encore, vous vous rendrez complice d'une fraude bancaire fédérale. La banque se base sur ce document original pour garantir un prêt de 850 000 $. Bastion m'a regardé avec des yeux très sérieux. Si nous contestons cette signature, cela fera complètement échouer leur accord de refinancement. Cela exposera chaque transaction frauduleuse qu'ils ont bâtie sur ce faux document. Êtes-vous absolument prêt à dégoupiller cette grenade? J'ai pensé au sac poubelle. J'ai pensé au vent glacial. J'ai pensé au canapé en cuir craqué d'Orson. Je suis prêt à tout faire exploser, ai-je dit sans la moindre hésitation. Je suis retourné à mon bureau et j'ai rédigé une réponse très prudente et calculée à l'email de Méric. Je ne l'ai pas accusé de falsification, et je n'ai exprimé aucune colère. J'ai utilisé mon ton professionnel, standard et sans émotion. Envoyez-moi le dossier de prêt complet, 10 ans de relevé bancaire, les documents originaux du trust et chaque accord de refinancement. Je dois tout examiner avant de pouvoir autoriser ma libération légale. Je communiquerai strictement par écrit à l'avenir, a-t-il répondu dans les 4 minutes, son arrogance transparaissant à travers l'écran. Nous n'avons pas le temps pour ton attitude professionnelle agaçante. La banque nous donne 18 jours avant de commencer le processus de saisie. Signe juste le papier, Corbin. J'ai tapé ma réponse lentement, savourant chaque frappe.
Alors vous avez exactement 18 jours pour fournir les documents financiers que j'ai demandés. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai verrouillé mon ordinateur. Méric pensait qu'il avait affaire au petit frère effrayé et intimidé qu'il avait l'habitude d'intimider. Il n'avait absolument aucune idée qu'il venait de remettre 10 ans de dossier financier à un enquêteur principal en fraude. Il était pratiquement en train d'emballer sa propre condamnation pénale dans un joli petit nœud et de me la donner. Le lendemain matin, j'ai reçu un énorme fichier zip chiffré de l'assistante de Méric. Ils étaient si désespérés d'obtenir ma signature qu'ils m'ont en fait envoyé leurs données comptables brutes. J'ai passé tout le week-end enfermé dans mon appartement. Mon salon s'est transformé en salle de guerre. J'avais des papiers scotchés au mur et des feuilles de calcul brillant sur 3 moniteurs différents. J'ai tracé chaque dollar qui entrait et sortait de la société de logistique de Méric. La vérité que j'ai découverte était encore pire que la falsification. Que pensez-vous que j'ai trouvé caché dans ces états financiers? J'étais assis dans mon salon sombre, la lumière bleue de mes moniteurs illuminant mon visage. Les chiffres peignaient un tableau horrible d'avidité extrême et d'incompétence absolue. Le prêt initial contracté contre ma part d'entrepôt volé était de 150 000 $. Méric ne l'avait pas utilisé pour acheter l'équipement logistique nécessaire. Il l'avait utilisé pour louer une voiture de sport de luxe, louer un bureau haut de gamme en centre-ville et payer des fêtes de marketing coûteuses qui n'avaient produit aucun client réel. Lorsque son entreprise a inévitablement commencé à perdre de l'argent, mes parents sont intervenus pour le sauver de nouveau. Ils ont refinancé l'entrepôt une deuxième fois, retirant encore plus d'argent. Ils ont emprunté sur leur propre maison résidentielle. Ils ont vidé leur compte d'épargne retraite pour couvrir les énormes manques de paie de Méric. Chaque nouveau prêt n'était qu'un pansement désespéré pour couvrir le précédent, créant un gigantesque château de cartes. Et tout au long de cela, Méric touchait toujours un salaire à 6 chiffres, tandis que l'entreprise était techniquement insolvable. Il utilisait les fonds de l'entreprise pour payer ses vacances personnelles et ses dîners coûteux. Pendant que je mangeais des nouilles instantanées et travaillais de nuit pour payer mes manuels, il buvait du vin cher à mes dépens. Mon téléphone a vibré sur le bureau. C'était un message vocal de mon père, Warren. Corbin, mon fils, nous avons fait des erreurs, mais c'est toujours ta famille. Méric dit que tu comprends maintenant les situations financières complexes grâce à ton travail. Nous sommes si incroyablement fiers de l'homme que tu es devenu. S'il te plaît, arrête d'être têtu et appelle-nous avant que quelque chose de terrible n'arrive à ta maison d'enfance. J'ai écouté sa voix complaisante et pathétique, et je n'ai ressenti absolument rien d'autre que du dégoût. Il considérait toujours l'éducation comme une dette que j'avais omis de rembourser. Il ne louait mon succès que lorsqu'il réalisait qu'il pouvait s'en servir comme d'une arme pour sauver leur enfant chéri. J'ai contacté ma personne de contact à la banque commerciale, une auditrice perspicace nommée Marin. Marin avait signalé l'incohérence de mon initiale du milieu sur le transfert de trust original. Je lui ai envoyé un message sécurisé, confirmant mon identité et demandant un formulaire officiel de révision de fraude. Elle m'a informé que la banque suspendrait le processus de saisie pendant quelques jours si je soumettais une déclaration sous serment niant la signature. J'ai imprimé l'affidavit sous serment, les signé devant un notaire agréé dans l'immeuble de mon bureau et les renvoyé à Marin. Je venais d'allumer la mèche. 2 heures plus tard, Méric a appelé mon téléphone portable 14 fois d'affilée. J'ai finalement répondu à la 15e sonnerie. « Qu'est-ce que tu viens de dire à la banque, bon sang ?» a-t-il hurlé, sa voix se brisant de panique. Je leur ai dit la vérité, ai-je répondu calmement. Ils viennent de bloquer chaque compte d'exploitation de l'entreprise. Papa ne peut pas faire la paix demain et mes fournisseurs menacent de me poursuivre en justice. Envoyez le reste des documents financiers manquants, ai-je répété mécaniquement. Sa colère a rapidement fait place à un calcul désespéré. Viens ici ce week-end, Corbin. Nous nous assoirons dans une salle de conférence et nous t'expliquerons tout. Notre avocat sera là et nous pourrons arranger ça comme une famille. Pourquoi avez-vous besoin d'un avocat d'affaires pour parler à votre famille? Ai-je demandé, laissant le silence s'installer. Et pourquoi ma famille possède-t-elle un document légal portant une signature que je n'ai jamais écrite? Il est resté complètement silencieux à l'autre bout de la ligne. Il y a des choses commerciales complexes que tu ne comprends pas, à propos de la raison pour laquelle on t'a demandé de partir, a-t-il finalement bégayé. Demander de partir, avant d'arriver à la confrontation massive de l'acte 3, veuillez appuyer sur le bouton « J'aime » de la vidéo et vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas non plus de laisser un commentaire avec le nom de la ville où vous vivez actuellement.
Chaque commentaire aide la vidéo à atteindre plus de personnes. Merci beaucoup pour votre soutien. J'ai traversé les énormes portes tournantes en verre du cabinet d'avocat de Bastion, en centre-ville, avec un battement de cœur froid et régulier. Le hall était une étendue intimidante de marbre blanc et d'acier poli, spécialement conçu pour que les visiteurs se sentent petits. Je ne me sentais pas petit aujourd'hui. Je suis entré dans l'ascenseur exécutif privé et j'ai appuyé sur le bouton du 42e étage. Alors que l'ascenseur montait rapidement, mes oreilles se sont bouchées et j'ai vu le profil de la ville rapetisser sous moi à travers la paroi de verre. J'ai repensé à cette nuit glaciale d'il y a 10 ans, quand j'avais marché 5 miles dans l'obscurité, toute ma vie entassée dans un sac poubelle en plastique. J'ai pensé aux ampoules à vivre sur mes talons et à la terreur absolue dans ma poitrine. Aujourd'hui, je portais un costume anthracite sur mesure, acheté avec l'argent que j'avais gagné grâce à un travail acharné et incessant. Je n'étais plus le bouc émissaire de 18 ans effrayé qu'il pouvait manipuler par des menaces et le silence. J'étais l'architecte absolu de leur destruction financière imminente. Quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes en silence, Bastion m'attendait déjà à la réception. Il a ajusté ses lunettes à monture métallique et m'a fait un signe de tête sombre. Ils sont déjà dans la salle de conférence principale, a murmuré Bastion tandis que nous marchions le long du couloir à la moquette épaisse. Ils ont amené leur propre avocat d'affaires, et ils ont l'air incroyablement désespérés. Bastion a poussé les lourdes portes en acajou, et l'atmosphère de la pièce est immédiatement devenue suffocante. La pièce sentait le cuir coûteux des sièges, la sueur nerveuse et rance, et le parfum floral envahissant de ma mère. Mes parents et mon frère aîné, Méric, étaient assis côte à côte, de l'autre côté de la massive table en chêne. Ils s'étaient clairement habillés pour l'occasion, portant des vêtements qui respiraient la fausse richesse et la prétention désespérée. Méric portait un costume italien sur mesure, qui, je le savais pertinemment, avait été facturé sur une carte de crédit d'entreprise lourdement utilisée. Sa montre en argent captait la lumière, un rappel écœurant du style de vie luxueux qu'il avait financé en utilisant mon héritage volé. Ma mère, Daphné, portait une blouse en soie conservatrice, serrant fermement un sac à main de créateur sur ses genoux, comme si c'était une bouée de sauvetage. Mon père, Warren, était assis agressivement sur la chaise centrale, essayant de projeter l'image d'un patriarche puissant, totalement maître de la situation. Leur avocat était un homme transpirant et d'apparence nerveuse, qui ne cessait d'organiser ses bloc-notes juridiques en piles inégales et agitées. Je me suis assis lentement, prenant la chaise directement en face de mon père. Bastion s'est assis à côté de moi, ouvrant mon épais classeur de preuves financières forensiques avec une précision lente et terrifiante. Au moment où je me suis installé dans ma chaise, ma mère a immédiatement tenté de combler les 10 ans d'absence avec une démonstration écœurante de fausse affection. Elle s'est levée rapidement et a tendu la main à travers la large table de conférence, des larmes s'accumulant parfaitement au coin de ses yeux. « Corbin, chéri, tu as l'air si incroyablement beau et réussi, a-t-elle murmuré, sa voix tremblant d'une émotion très travaillée. Tu nous as tellement manqué, chaque jour depuis que tu as quitté notre maison. Je ne me suis pas levé. Je n'ai pas tendu la main pour rencontrer la sienne. Je n'ai pas brisé mon regard glacial et impassible. Je me suis simplement penché en arrière dans mon fauteuil ergonomique en cuir et j'ai regardé sa main tremblante pendre maladroitement dans l'espace vide entre nous. Je ne suis pas parti, ai-je déclaré, ma voix complètement dépourvue de toute chaleur ou pardon. Vous m'avez tendu un sac poubelle en plastique noir et vous avez verrouillé le pêne derrière mon dos, alors qu'il faisait un froid glacial dehors. Sa main s'est rapidement rétractée, comme si elle avait touché un poil brûlant, et elle s'est enfoncée dans sa chaise coûteuse. Son visage s'est empourpré d'un cramoisi profond et embarrassé, et elle a baissé les yeux vers la table. Mon père s'est immédiatement raclé la gorge, essayant de prendre en charge le récit avant que je ne puisse établir une domination totale sur la pièce. Maintenant, écoute, mon fils. Nous étions tous sous une énorme quantité de stress à l'époque, a commencé Warren, utilisant sa voix profonde et autoritaire. Méric essayait juste de lancer son entreprise de logistique, et vous deux garçons vous disputiez constamment pour des choses triviales. Les familles commettent parfois des erreurs impulsives dans le feu de l'action, mais le sang est toujours plus épais que l'eau. J'ai fixé l'homme qui avait personnellement annulé ma carte de débit pendant que je marchais seul dans l'obscurité. Vous avez volé 45 000 $ de mon fonds de formation professionnelle, ai-je répondu, en articulant chaque syllabe avec une précision mortelle. Vous n'avez pas fait d'erreur. Vous avez pris une décision financière très calculée pour sacrifier tout mon avenir. Méric a ricané bruyamment, croisant les bras sur sa veste de costume coûteuse.
J'avais besoin de ce capital de démarrage pour construire les fondations d'un empire familial qui était censé nous bénéficier à tous, a-t-il lancé avec arrogance. Tu allais juste gaspiller cet argent pour un diplôme de comptabilité bon marché dans un collège communautaire de toute façon. J'ai ouvert mon classeur au tout premier onglet, traçant mon index le long des colonnes surlignées de ces bilans catastrophiques. Un empire familial qui doit actuellement 850 000 $ à une banque commerciale, les jeux corrigés froidement. Un empire qui n'a pas enregistré un seul mois de profit net positif depuis plus de 5 années consécutives. L'expression suffisante de Mérix est instantanément brisée, remplacée par un éclair de panique authentique et pure. Leur avocat transpirant est rapidement intervenu, s'éclaircissant bruyamment la gorge et faisant glisser un accord de règlement très structuré sur la table polie, vers moi. Mes clients sont prêts à offrir une résolution très généreuse pour clore complètement ce malheureux malentendu familial aujourd'hui, a déclaré l'avocat rapidement. Si vous signez simplement le formulaire de validation confirmant le transfert de propriété originale de l'entrepôt, ils vous dédommageront généreusement. Ils proposent de vous payer 75 000 $, distribués sur une période de 5 ans. En échange, vous renoncerez légalement à toutes les futures réclamations sur la propriété de l'entrepôt et déclarerez par écrit qu'aucune activité frauduleuse n'a jamais eu lieu. J'ai baissé les yeux vers le document de règlement, lisant le jargon juridique dense qui me demandait essentiellement de pardonner mes propres agresseurs. Puis j'ai levé les yeux vers le visage vieillissant et désespéré de mon père. Vous voulez que je signe un nouveau mensonge pour protéger votre mensonge original? Ai-je dit lentement, laissant la réalité de leur crime planer dans l'air. Vous voulez que je commette une fraude bancaire fédérale pour que vous puissiez continuer à prétendre que votre enfant chéri est un homme d'affaires prospère? Nous voulons sauver la maison familiale, Corbin, a plaidé mon père, abandonnant complètement son rôle autoritaire. Non, ai-je répliqué sèchement, claquant ma main à plat sur la lourde table en chêne. Vous voulez protéger Méric des conséquences dévastatrices de sa propre incompétence absolue? Bastion a souri d'un air sombre, ajustant ses lunettes et se penchant en avant. Mon client ne signera rien aujourd'hui, demain, ni jamais, a déclaré Bastion avec une finalité absolue. La pièce est tombée dans un silence lourd et suffocant. Le visage de Méric est devenu d'un rouge violent, et les veines épaisses de son cou ont commencé à saillir contre son col de soie impeccable. Tu as toujours détesté le fait qu'ils aient cru en moi au lieu de toi. A-t-il crié, perdant tout le calme professionnel qui lui restait. Tu n'es qu'un petit homme jaloux et aigri, qui essaie de ruiner une entreprise de logistique légitime parce que tes sentiments ont été blessés quand tu étais adolescent. Je n'ai pas élevé la voix en réponse. Je n'ai pas réagi à sa pathétique tentative de manipulation émotionnelle. Je l'ai juste regardé se décomposer, réalisant à quel point il était vraiment faible sous les vêtements coûteux et la bravade bruyante. Ils n'ont pas cru en toi, Méric, ai-je dit, me penchant en avant pour qu'ils puissent entendre chaque mot parfaitement. Ils m'ont simplement sacrifié parce qu'admettre que tu étais un échec catastrophique était trop difficile à gérer pour leurs énormes égos. Ils avaient besoin de quelqu'un pour absorber le coût financier de ton incompétence, et j'étais la cible la plus facile dans la maison. J'ai tourné la page dans mon classeur de preuves, vers le document le plus dommageable que j'avais trouvé pendant toute mon enquête du week-end. Lorsque l'assistante incompétente de Méric m'avait envoyé le fichier zip de comptabilité brute, ils avaient commis une erreur fatale et irréversible dans la gestion des données. Ils avaient accidentellement inclus une exportation complète et non filtrée de la boîte de réception principale des emails professionnels de Méric. Caché au plus profond de milliers de messages spam, de newsletters non lus et de factures de fournisseurs impayés, se trouvait un fil de discussion spécifique datant d'exactement 2 semaines. J'ai sorti 3 copies imprimées en couleur de haute qualité de ce fil de discussion. J'en ai glissé une à mon père, une à ma mère et une directement devant Méric. Parlons de votre définition de la loyauté familiale, ai-je suggéré calmement, observant leurs yeux tomber sur le papier. J'ai regardé leurs yeux parcourir les pages imprimées, et j'ai observé le moment exact où leurs âmes ont complètement quitté leur corps. L'email était une discussion stratégique interne entre 3, entièrement complotée dans mon dos, quelques jours seulement avant qu'ils ne me contactent. Méric avait écrit le message initial un mardi après-midi. Corbin coopérera certainement si vous réussissez à lui faire sentir personnellement responsable de la perte de la maison familiale. L'email disait, ne vous excusez pas trop, sinon il pensera que nous sommes en position de négociation faible et essaiera d'exiger plus d'argent. Rappelez-lui simplement que vous l'avez nourri et vêtu pendant 18 ans et dites-lui que l'état cardiaque de papa s'aggrave beaucoup. Ma mère avait répondu à cet email 2 heures plus tard depuis sa tablette personnelle.
Que faisons-nous s'il pose des questions sur la signature du transfert de trust original? Avait-elle tapé? Et Méric avait répondu avec le dernier clou dans leur cercueil collectif, dites-lui simplement que papa s'est occupé des formalités parce que Corbin s'est enfui et a abandonné la famille pour rejoindre une mauvaise fréquentation. C'est notre parole contre la sienne, et aucun juge ne croira un fugitif plutôt que des hommes d'affaires respectés. L'immense salle de conférence est devenue si silencieuse que l'on pouvait clairement entendre la climatisation bourdonner dans les bouches d'aération au plafond. Les mains de ma mère tremblaient si violemment qu'elle a laissé tomber l'email imprimé sur le sol moquetté. Mon père fixait le papier comme si c'était un serpent venimeux qui venait de le mordre directement au visage. Tu as fouillé mes communications privées et confidentielles, a balbutié Méric, sa voix tombant à un murmure terrifié et haletant. Vous m'avez envoyé votre archive numérique complète et non chiffrée parce que vous étiez trop arrogant pour engager un spécialiste compétent en données forensiques, les jeux corrigés sèchement. 10 ans plus tard, et vous étiez toujours assis autour de la table à manger, complotant exactement comment me discréditer et me manipuler. Vous me traitiez toujours comme le bouc émissaire désigné de la famille, qui n'existait que pour absorber l'impact de vos choix criminels. Leur avocat a regardé les emails imprimés, a fermé son bloc-notes juridique jaune et a physiquement poussé sa chaise de quelques centimètres loin d'eux. C'était un avocat d'affaires, pas un avocat de la défense pénale, et il a su instantanément ce que cela signifiait. Il a immédiatement compris que cette conspiration documentée démontrait une intention préméditée de manipuler une transaction financière et de frauder une institution bancaire. Corbin, s'il te plaît, tu dois essayer de comprendre l'immense pression sous laquelle nous étions, a imploré mon père, sa voix se brisant de peur authentique et sans filtre. La banque menaçait de saisir les camions de transport, et nous avions juste besoin d'un peu plus de temps pour rendre les contrats logistiques rentables. Je ne me souciais pas de vos camions de transport il y a 10 ans, et je ne m'en soucie absolument pas maintenant, ai-je répondu sans la moindre once de pitié. Que signifie la loyauté familiale, quand elle n'est jamais exigée que de la personne exacte que la famille a décidé de sacrifier aveuglément? J'ai regardé ma mère, qui pleurait maintenant ouvertement dans un mouchoir, ruinant complètement son maquillage coûteux. Vous m'avez jeté comme de véritables ordures, lui ai-je rappelé doucement, m'assurant qu'elle entendait chaque syllabe. Et maintenant, vous voulez que je remonte dans la benne à ordures, juste pour vous garder au chaud et en sécurité de la tempête que vous avez créée. J'en ai complètement fini d'écouter vos excuses pathétiques et vos histoires larmoyantes fabriquées. Méric a claqué agressivement ses 2 poings sur la lourde table en chêne, essayant de rassembler une dernière tentative désespérée d'intimidation. Tu peux brandir ces stupides emails imprimés autant que tu veux, mais cela ne change rien au fait que la vente de la banque est dans moins de 2 semaines. A-t-il hurlé. Si tu ne signes pas la quittance légale aujourd'hui, la banque prend l'entrepôt commercial, elle prend la maison, et nous sommes tous complètement ruinés. Il transpirait abondamment maintenant, sa cravate en soie coûteuse ressemblant soudain à un nœud coulant autour de son cou. J'ai baissé les yeux vers ma montre-bracelet en argent, vérifiant l'heure avec une lenteur délibérée et agonisante, juste pour le faire attendre. En fait, Méric, le calendrier a radicalement changé depuis que vous vous êtes réveillé ce matin, les jeux informés, le regardant droit dans ses yeux paniqués. J'ai ouvert le dernier onglet de mon épais classeur et j'ai sorti une seule feuille de papier légal, lourdement gaufrée et officiellement tamponnée. Ceci est une déclaration sous serment de falsification, soumise directement sous peine de parjure au gouvernement fédéral. J'ai envoyé ce document via courrier sécurisé à Marin, l'auditeur interne principal de l'Atlantic Community Bank, il y a exactement 3 heures. Dans cette déclaration sous serment, je confirme officiellement que je n'ai pas signé le transfert de propriété la nuit de mon 18e anniversaire. J'ai confirmé que j'étais à 20 mètres du bureau du notaire, et je fournis mes données de localisation cellulaire ainsi que le témoignage d'Orson pour le prouver légalement. Le sang a complètement quitté le visage de Méric, le laissant ressembler à un fantôme terrifié et creux. Il a ouvert la bouche pour parler, mais aucun son n'en est sorti. Mon père a agrippé le bord tranchant de la table, ses phalanges devenant d'un blanc pur alors qu'il luttait pour assimiler la réalité dévastatrice de mes mots. Tu as fait quoi? A étouffé mon père, luttant pour aspirer suffisamment d'oxygène dans ses poumons qui se contractaient rapidement. Tu ne peux pas faire ça, Corbin. Ils vont immédiatement geler les comptes d'exploitation. Je lui ai souri, une expression froide et vide qui ne contenait absolument aucune pitié ni hésitation. Ils l'ont déjà fait, leur ai-je dit doucement. Pile poil. Comme si l'univers lui-même orchestrait une symphonie de karma, le smartphone coûteux de Méric a commencé à vibrer violemment contre la table en bois poli. Il a regardé l'écran lumineux et j'ai pu clairement voir l'identifiant de l'appelant,
affichant le nom de son directeur financier. Il a ignoré l'appel, sa main tremblant trop pour même glisser l'écran. Mais une seconde plus tard, un barrage massif de messages textes a commencé à inonder son écran verrouillé, illuminant la pièce d'une urgence frénétique. Je pouvais lire la terreur absolue dans ses yeux, alors que les bulles de notifications rouges s'accumulaient rapidement. La banque a initié un blocage ferme sur tous les comptes d'exploitation de l'entreprise, toutes les lignes de crédit, et tous les comptes personnels liés au garant, lui ai-je expliqué. Ton faux empire logistique est officiellement mort, Méric. Ma mère a poussé un gémissement fort et agonisant, abandonnant complètement sa façade sophistiquée de la haute société. Corbin, comment as-tu pu faire ça à ta propre chair et à ton propre sang? A-t-elle crié, enfouissant son visage dans ses mains tremblantes. J'ai simplement levé ma main droite, arrêtant instantanément sa démonstration théâtrale de victimisation. Je ne vous ai absolument rien fait, ai-je déclaré fermement, m'assurant que ma voix portait au-dessus de ces faux sanglots. Vous avez choisi de commettre un faux en écriture dans un bureau de notaire. Vous avez choisi de commettre une fraude fédérale en utilisant des biens volés comme garantie pour des prêts commerciaux très risqués. Vous avez choisi de financer un style de vie luxueux sur le dos brisé de mon héritage volé. Je refuse simplement d'absorber les conséquences de vos actions criminelles délibérées plus longtemps. Leur avocat transpirant a rapidement rangé sa mallette en cuir, y fourrant ses bloc-notes juridiques et refermant les serrures en laiton d'un clic sonore. Je conseille fortement à mes clients de rester complètement silencieux et de mettre fin à cette réunion immédiatement, leur a-t-il instruit nerveusement, déjà debout. Toute discussion supplémentaire dans cette pièce pourrait être utilisée comme un aveu de culpabilité dans une procédure pénale fédérale. L'avocat n'a même pas attendu leur réponse. Il a pratiquement sprinté hors des portes vitrées, les abandonnant à la réalité dévastatrice de leur situation. Méric m'a fixé, ses yeux grands ouverts avec un mélange toxique de purée et d'incrédulité absolue et écrasante. Tu viens de détruire tout ce pour quoi nous avons travaillé, a-t-il murmuré, sa voix tremblante de venin. Vous n'avez absolument rien travaillé, ai-je rétorqué instantanément, ma voix résonnant d'une autorité totale. Vous avez volé tout ce que vous avez jamais eu. Et à l'instant précis où l'argent volé a cessé de circuler, toute votre vie pathétique s'est effondrée. Je me suis levé de la table, boutonnant ma veste de costume sur mesure avec fluidité et intentionnalité. J'ai regardé les 3 personnes misérables qui m'avaient causé tant de souffrance et de traumatisme profond. Elles avaient exigé que je résolve leurs problèmes massifs. Au lieu de cela, je leur ai livré la seule phrase qu'elles n'oublieraient jamais. Merci beaucoup d'être resté avec moi si loin dans cette histoire. Si vous regardez toujours, veuillez laisser un commentaire avec le mot exact, terminé. C'est notre signal secret pour les vrais fans qui regardent jusqu'à la toute fin, et je mettrai un cœur personnellement et répondrai à chaque commentaire contenant ce mot. Assurez-vous également d'être abonné à pour plus d'histoires incroyables. J'ai regardé mon frère, puis mes parents, laissant le lourd silence s'étirer jusqu'à devenir presque physiquement insupportable pour eux. Vous avez fait votre choix il y a exactement 10 ans, leur ai-je dit, ma voix résonnant froidement sur les murs de verre insonorisés. Déshéritez-le, ou je démissionne. Te souviens-tu avoir dit ça, Méric? Méric n'a pas pu soutenir mon regard une seule seconde, baissant les yeux vers le sol comme un chien battu et lâche. Eh bien, je n'hérite absolument rien de vous, ai-je poursuivi, mes mots les frappant comme des coups physiques à la poitrine. Et vous hériterez de chaque conséquence de votre fraude financière massive et préméditée. Les genoux de mon père ont pratiquement fléchi sous lui, et il a dû agripper le haut dossier de sa chaise juste pour se maintenir debout. Son visage avait vieilli de 10 ans en l'espace de 30 minutes. Toute la couleur arrogante avait complètement disparu de ses joues. Ma mère ne pouvait même plus formuler de mots cohérents. Elle restait assise, hyperventilant dans son foulard en soie de créateur, se balançant d'avant en arrière dans un état de choc total. Je me suis retourné et je suis sorti de la salle de conférence, les laissant piéger en permanence dans le cauchemar qu'ils avaient bâti de leurs propres mains. Je n'ai pas regardé en arrière, pas même une seule fois. Au moment où j'ai atteint le grand hall en marbre de l'immeuble de Bastion, mon téléphone explosait déjà de notifications frénétiques. Ma tante Veta, le « singe volant » ultime de notre famille toxique, avait en quelque sorte appris la nouvelle des comptes bancaires gelés. Elle a immédiatement commencé à m'attaquer agressivement dans notre discussion de groupe familial élargi sur Facebook. Elle a posté un long paragraphe frénétique, m'accusant de ruiner mes pauvres parents âgés par pure méchanceté enfantine et malveillante. Elle a tagué plus de 20 tantes, oncles et cousins différents, essayant de monter une énorme foule pour me faire abandonner le litige bancaire.
Elle m'a traité de monstre qui avait oublié le vrai sens du pardon familial. Il y a 10 ans, j'aurais pleuré dans ma chambre et j'aurais essayé de me défendre auprès d'un groupe de personnes qui ne se sont jamais vraiment souciées de moi. Aujourd'hui, assis à l'arrière d'un véhicule de luxe en covoiturage, j'ai adopté une approche très différente et très calculée. J'ai ouvert la galerie de photos sur mon téléphone et j'ai sélectionné la capture d'écran de l'email interne où Méric et mes parents avaient conspiré contre moi. J'ai sélectionné le message exact où ils prévoyaient de mentir sur la fausse condition cardiaque de papa et de me manipuler pour que je renonce à mes droits. J'ai téléchargé la capture d'écran directement sur le groupe Facebook familial, sans ajouter un seul mot de commentaire ou d'explication. J'ai simplement laissé les preuves froides et dures parler d'elles-mêmes. Le chaos absolu qui a éclaté dans la section des commentaires au cours de l'heure suivante était une chose incroyable à observer. Tante Veta a immédiatement supprimé son message original, réalisant qu'elle venait de défendre publiquement une fraude préméditée, mais le mal était déjà fait. Les « singes volants » ont instantanément détourné leur comportement vicieux et jugeant de moi, et l'ont dirigé directement vers Méric et mes parents. Des cousins qui avaient auparavant loué le faux sens des affaires de Méric se moquaient maintenant ouvertement de lui. Ils riaient du fait qu'il avait eu besoin de l'argent volé de son frère adolescent juste pour échouer lamentablement à gérer une entreprise de logistique. Des oncles qui m'avaient auparavant traité de voleur fugitif exigeaient maintenant des réponses de mon père concernant la fraude bancaire massive et l'héritage volé. Le récit familial parfait, immaculé et très élaboré qu'ils avaient passé 10 ans à construire avec soin s'est brisé en 1 million de morceaux irréversibles. Il a été détruit en moins de 5 minutes par une simple capture d'écran. Ce soir-là, alors que j'étais assis dans mon appartement tranquille, buvant un verre de scotch coûteux, j'ai reçu un message texte en colère de Méric. « Tu as ruiné ma réputation », a-t-il écrit, le désespoir absolu étant clair même à travers le texte numérique. « Tu as monté toute la famille contre moi et tu as détruit ma vie. » J'ai bu une gorgée de mon scotch, fixant le message un long moment. J'ai simplement répondu une seule ligne, « La vérité a ruiné ta réputation, Méric. » J'ai juste fourni les captures d'écran. J'ai bloqué son numéro de téléphone immédiatement après avoir appuyé sur envoyer. J'ai bloqué le numéro de ma mère, le numéro de mon père et le numéro de tante Veta. Je n'avais plus besoin d'entendre un seul mot d'aucun d'eux. La dynamique du pouvoir avait complètement changé, de manière permanente et irréversible. Il n'était plus les autorités intouchables et terrifiantes qui pouvaient dicter les termes de ma survie et de ma valeur personnelle. C'était moi qui détenais toutes les cartes, et j'allais m'assurer qu'ils me remboursent chaque centime qu'ils m'avaient volé. 6 jours avant que la banque commerciale ne procède à la vente aux enchères publiques de leur maison résidentielle et de l'entrepôt du terminal, une médiation d'urgence a été légalement mandatée par l'État. Nous nous sommes rencontrés dans un centre d'arbitrage neutre et hautement sécurisé, au centre du quartier financier. Ma famille est arrivée, l'air complètement épuisé, leur posture arrogante et leurs vêtements de créateurs contrefaits ayant complètement disparu. Ils ressemblaient à des gens qui n'avaient pas dormi plus de 2 heures par nuit au cours de la semaine écoulée. Ils étaient accompagnés d'un nouvel avocat, beaucoup moins cher, qu'ils avaient réussi à embaucher après la fuite du premier avocat d'affaires. L'Atlantic Community Bank occupait une énorme salle de conférence, représentée par 3 avocats agressifs et très bien payés, portant des costumes bleu marine assortis. Bastion et moi étions confortablement installés dans une autre pièce, dans le couloir, sirotant un café coûteux à torréfaction foncée. Un juge fédéral retraité, extrêmement sévère, faisait la navette entre les 3 parties pour transmettre les offres de règlement. La position juridique de la banque était extrêmement sévère, mais fondamentalement simple. Parce que la garantie de l'entrepôt dépendait légalement d'un document de transfert falsifié, la banque pouvait engager de massives poursuites pour fraude criminelle contre toutes les personnes impliquées. Il pouvait envoyer mes parents, Méric et le notaire corrompu en prison fédérale pour une très longue période. Cependant, les banques commerciales préfèrent récupérer de l'argent liquide plutôt que de passer des années à plaider devant un tribunal pénal. Elles ont proposé un ultimatum financier très structuré et brutal. Elles annuleraient complètement la vente aux enchères publiques de la maison de mes parents et limiteraient leur envoi criminel, sous des conditions très spécifiques et dévastatrices. Premièrement, mes parents devaient immédiatement et volontairement céder l'intégralité de l'entrepôt du terminal à la banque pour une liquidation rapide. Deuxièmement, Méric devait dissoudre légalement sa société de logistique et vendre chaque camion, chariot élévateur, bureau et ordinateur de bureau. Troisièmement, mes parents devaient contribuer à 80% de leurs économies de retraite personnelles restantes pour couvrir l'énorme déficit du prêt. Mais la condition la plus importante de toutes était celle que Bastion avait personnellement négociée pour moi,
à huis clos, ma participation de 25% dans l'entrepôt, plus les 45 000 $ volés à mon fonds d'éducation, devait être réglée. Cet argent, ajusté pour une décennie d'intérêts composés au taux du marché, devait être reconnu et payé en premier, avant que la banque ne prenne un seul centime pour couvrir ses mauvais prêts. Je serais entièrement indemnisé. Mes parents ne conserveraient à peine assez de capitaux propres pour acheter un petit appartement modeste dans un quartier difficile, mais ils éviteraient la prison fédérale. Méric, cependant, perdrait absolument tout ce qu'il prétendait avoir construit. Le juge à la retraite a apporté cette proposition sévère dans leur pièce, et j'ai pu entendre ma mère commencer à sangloter bruyamment à travers la cloison sèche. 10 minutes plus tard, le juge est revenu dans notre pièce avec un air de profonde incrédulité sur son visage ridé. Il s'est assis lourdement à notre table et a regardé Bastion et moi. Ils veulent présenter une contre-offre, a expliqué le juge, se frottant les tempes comme s'il avait une énorme migraine. Il demande si Corbin voudrait volontairement céder sa part financière récupérée directement à la banque. Si Corbin renonce à sa part du règlement, les parents n'auront pas à vider leurs économies personnelles et Méric pourra garder son luxueux appartement. J'ai regardé Bastion et nous avons tous deux éclaté de rire. Ce n'était pas un rire joyeux. C'était un rire bruyant, d'un pur et entier choc devant leur audace sociopathique sans fin. Même en regardant directement le gouffre de la ruine financière totale et des accusations de fraude fédérale, ils voulaient toujours que je me sacrifie. Ils voulaient que je brûle mon propre avenir juste pour garder Méric au chaud et confortable dans son appartement de luxe. Ils voulaient que je perde mon héritage volé 2 fois dans la même vie. Dites-leur que la réponse est absolument non, ai-je dit au juge fermement, mon rire s'éteignant en un regard froid. Dites-leur qu'ils ont exactement 30 minutes pour signer la proposition originale de la banque, ou nous nous retirons maintenant et laissons les procureurs fédéraux s'en occuper. Le juge a hoché la tête lentement, comprenant parfaitement que ma position était complètement non négociable. Il a ramassé ses papiers et est retourné dans leur pièce. 28 minutes plus tard, ils ont tous signé l'énorme pile de documents de règlement. Les mains de Méric tremblaient si violemment qu'il a déchiré le papier juridique épais avec son stylo bille bon marché. Alors qu'il quittait le centre d'arbitrage, mon père s'est arrêté dans le couloir et m'a regardé avec des yeux vides et entièrement vaincu. « J'espère que tu es heureux maintenant que tu as complètement détruit cette famille », a-t-il dit, sa voix entièrement dépourvue d'émotion. Je l'ai regardé droit dans les yeux, me tenant droit, riche et complètement indifférent à son chantage. J'ai cessé de laisser cette famille me détruire, ai-je répondu en douceur. Et oui, cela me rend incroyablement heureux. L'entrepôt du terminal a été vendu avec succès à un grand promoteur immobilier commercial exactement 7 semaines plus tard. La banque a reçu la grande majorité du produit de la vente massive pour couvrir les prêts frauduleux que Méric avait contractés. Ma part légalement reconnue, ainsi que mon fonds d'éducation entièrement restauré et les intérêts composés, ont été déposés directement sur mon compte séquestre sécurisé. La société de logistique de Méric a officiellement fermé ses portes pour de bon à la fin du même mois. Les sociétés de leasing sont arrivées avec des dépanneuses poids lourds et ont repris toute sa flotte de véhicules de luxe et de camions de transport. Son coûteux appartement en copropriété a été vendu à une perte massive pour couvrir ses passifs fournisseurs impayés et ses frais juridiques non réglés. Il a été contraint de déménager dans un petit appartement délabré en périphérie de la ville. J'ai appris par le bouche-à-oreille familial qu'il travaillait pour un salaire minimum dans le commerce de détail, juste pour survivre. Mes parents ont vendu leur grande et belle maison résidentielle, le même endroit exact où ils m'avaient cruellement tendu un sac poubelle 10 ans plus tôt. Ils ont utilisé le peu de capitaux propres qu'il leur restait pour louer une petite maison de ville exiguë, dans un quartier qu'ils avaient l'habitude de railler ouvertement lors de dîners. Aucun d'eux n'est allé en prison fédérale. Parce qu'ils avaient cédé tous leurs actifs et remboursé les pertes de la banque, les procureurs de l'État ont accepté des accords de plaidoyer négociés. Mes parents ont reçu 5 ans de probation stricte, d'énormes amendes civiles et ont été contraints de suivre des centaines d'heures de formation en éthique financière. Le notaire corrompu qui avait tamponné le document falsifié a été définitivement privé de sa licence, lourdement amendé et publiquement déshonoré. Méric a reçu 5 ans de probation, 1000 heures de travaux d'intérêt général exténuants et une ordonnance de restitution qui prélèvera sur son salaire pendant les 20 prochaines années. Leur punition fut silencieuse, dévastatrice et entièrement permanente. Ils ont perdu leurs entreprises, leur immense maison et leur statut social élevé dans la communauté. Ils ont tout perdu parce qu'ils ont maintes fois tout risqué pour protéger un enfant toxique de la responsabilité élémentaire. Je n'ai pas célébré leur chute massive par une grande fête.
La vengeance ne m'obligeait pas à me tenir sur leur pelouse et à me réjouir tandis que les déménageurs emportaient leurs cartons sous la pluie. La vraie victoire était le silence profond et intouchable, et la paix totale dans ma propre vie. Lorsque les fonds du règlement final ont été crédités sur mon compte bancaire, j'avais près de 250 000 $ en espèces récupérées. J'en ai utilisé une petite partie pour rembourser complètement le reste de l'hypothèque de mon appartement en centre-ville. J'ai pris le reste de l'argent et j'ai établi un fonds fiduciaire éducatif spécialisé. Je l'ai nommé « La Porte d'Orson ». Ce fonds caritatif est conçu pour fournir des bourses d'urgence immédiates, des dépôts pour des logements temporaires et des subventions pour les manuels scolaires aux jeunes adultes. Il s'adresse spécifiquement aux jeunes qui ont été soudainement abandonnés, expulsés ou maltraités par leur famille toxique. Il couvre les dépenses inattendues et critiques qui peuvent détruire une éducation avant même qu'elle ne commence. J'ai invité Orson au cabinet d'avocat pour signer les documents fondateurs en tant que membre honoraire du conseil d'administration de l'organisation caritative. Il portait exactement le même costume démodé qu'il avait porté à ma remise de diplôme universitaire. Quand il a signé le papier, il m'a donné une forte tape sur l'épaule, ses yeux brillants de larmes contenues. « Tu as bâti quelque chose qu'ils ne pourront jamais t'enlever, gamin », m'a-t-il dit, sa voix rauque de fierté intense. Quelques mois plus tard, ma mère a commencé à suivre une intense thérapie psychologique. Elle a commencé à m'envoyer un email une fois par mois, juste une brève mise à jour sur ses progrès thérapeutiques. Elle n'a jamais exigé de réponse, n'a jamais demandé d'argent et n'a jamais insisté pour une réunion de famille forcée. Mon père a finalement envoyé une longue lettre manuscrite à l'adresse de mon bureau. Il a admis que sa confiance aveugle en Méric n'était qu'une excuse commode pour me faire du mal et éviter ses propres échecs en tant que parent. J'ai lu leur message, mais je ne leur ai pas répondu. J'ai accepté leurs excuses comme de nouvelles informations, et non comme une obligation contraignante de leur restaurer l'accès à ma vie paisible. Les gens me demandent parfois si je regrette d'avoir refusé de signer les documents et de sauver leur maison. Cette question suppose que des personnes innocentes ont fait face à une catastrophe naturelle imprévisible. Ce n'est pas le cas. On m'a demandé de couvrir une décennie de choix délibérés et cruels en signant mon nom sur un autre mensonge illégal et massif. Dire non n'a pas créé leurs terribles conséquences. Cela a simplement cessé de repousser le karma qu'ils fuyaient depuis 10 ans. À 18 ans, je suis parti en emportant absolument tout ce que je possédais dans un sac poubelle en plastique bon marché. À 28 ans, les personnes qui m'avaient abandonné avec cruauté voulaient que j'assume les lourdes conséquences qu'elles avaient créées. La vraie force ne signifie pas sauver les personnes qui confondent constamment votre endurance tranquille avec une permission de vous abuser. Cela signifie déposer fermement les lourdes charges qui ne vous ont jamais appartenu en premier lieu. Mon frère a forcé nos parents à choisir entre nous il y a 10 ans. Ils ont fait leur choix dévastateur. Une décennie plus tard, j'ai enfin fait le mien. Mes proches continuent de débattre de cela en ligne, disant que j'ai été beaucoup trop dur. Ils disent qu'un fils ne devrait jamais ruiner ses propres parents, même s'ils ont menti, commis une fraude et lui ont volé. Qu'en pensez-vous ? Ai-je dépassé les bornes en refusant de signer les documents bancaires ? Ou ont-ils reçu exactement la punition qu'ils méritaient ? Faites-moi savoir votre verdict dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à pour plus d'histoires incroyables comme celle-ci.